Oui, la japonaise pour son 6e essai. Elle lève les bras vers le public de Charletti, toujours de sa manière assez atypique, voilà, de s'encourager en écartant les bras à droite et à gauche. Elle est prête à s'élancer, la japonaise, qui est, je le rappelle, pour l'instant en 6e position provisoire de ce classement. On va retirer le plot tout au bout de cette zone d'élan et elle va pouvoir s'élancer. Ça y est, elle demande le soutien du public qui va taper dans ses mains en rythme dans ce lancer pour la soutenir. Donc on n'attend plus qu'elle dans ce saut. Ça y est, elle se penche en avant, elle est partie, elle va s'aider de ses bras dans cette course d'élan. Elle est désormais à mi-parcours, elle va approcher la planche. Ça y est, elle va taper cette planche et oui, c'est mordu. Encore une fois, c'est mordu malheureusement pour elle. C'est dommage, hein. Ce n'est pas la première fois en plus qu'elle mord dans ce concours. Et elle va donc rester 6e, c'était la 3e fois, donc en 6 sauts ça fait beaucoup quand même. Ça ne permet pas d'améliorer ses marques et elle va rester 6e dans ce concours. Juste avant on avait donc la néerlandaise qui finit 7e avec un dernier saut à 3,98 m. Ça va être autour du top 4 maintenant, top 5 avec l'espagnol Vilas Barguela qui va effectuer, non pardon, c'est Tozawa, la japonaise, qui va effectuer son 4e saut qu'elle vient d'effectuer, pardon, et on attend le résultat. Donc Tozawa qui est du côté du saut en longueur, qui va bientôt effectuer son saut, mais on va passer tout de suite du côté du 400 m T12 avec dans le couloir numéro 1 Kisanapong Tizuwan accompagné de son guide Pichit Promit. Dans le couloir numéro 3 on aura Yamil Acosta, le Colombien, le Tunisien Roy Djebabli dans le couloir numéro 5 vêtu de son débardeur rouge et de son short noir. Et enfin dans le couloir numéro 7 on aura Oguz Akbulut, le Turc, qui actuellement se tape sur les cuisses, voilà, avant de se placer sur les starting blocks, puisqu'on leur a demandé de se mettre sur voilà, ces petites plaques en fer qui permettent de s'élancer plus simplement. Kisanapong Tizuwan, le Thaïlandais, qui est le seul à s'élancer avec un guide sur cette grille de départ. Les déficients visuels qui sont donc soit aidés ou non selon ce qu'ils souhaitent. Et leurs doigts qui sont situés derrière la ligne. Voilà, et on leur a demandé de se lever. On est parti dans cette course de 400 m T12 masculin avec déjà un beau départ du côté du Colombien Yamil Acosta, qui prend immédiatement le meilleur départ de cette course. Il va dépasser rapidement Rouaï Djebabli, le Tunisien, qui est dans son couloir numéro 3. Il va prendre l'ascendant évidemment sur le Turc et le Tunisien, alors qu'il va sortir de son premier virage avec énormément d'avance, mais il est bien accroché tout de même par Rouaï Djebabli, qui tient tête. Tout de même, ça va se jouer dans la dernière ligne droite entre les deux hommes, même si non, c'est Yamil Acosta est devant, à moins que il va craquer. Oui, il va craquer, le Colombien. Oh là là, malheureusement pour lui, non, c'est Rouaï Djebabli donc qui franchit la ligne avant. Quelle déception, c'était la finale pour lui. Ah oui, aïe. Il a craqué dans les 20 derniers mètres. Le Tunisien a tout donné. Et là, il a la tête sur du côté, son front sur la piste. Le Tunisien qui est donc médaillé d'or dans ces championnats du monde. Champion du monde donc. Et là, magnifique accolade avec le médaillé d'argent. Magnifique accolade qui a craqué donc le Colombien dans cette finale. Il finit quand même avec la médaille d'argent. Oui, Rouaï Djebabli qui a mieux géré sa course que le Colombien. Il est dépité là, le Yamil Acosta. Il est en larmes sur la piste de Charletti. Il est agenouillé sur la piste avec son maillot blanc et il est face contre terre tout simplement. Les mains sur le visage, il pleure, le Colombien. C'est une terrible image, hein, même s'il joie ou de tristesse d'avoir raté cette première place. Il s'est sûrement imaginé pendant quelques secondes franchir la ligne en tête et malheureusement il a tout épuisé pour sortir de ce dernier virage en tête. Mais cela n'a pas suffi pour garder l'avantage jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors qu'on file sur le saut en longueur, car on a eu un saut de Crater qui vient de prendre la deuxième place. Crater avec ses 4,91 m,
vient de prendre la deuxième place à l'Australienne Vanessa Lowe qui va évidemment faire son 6e essai dans quelques instants. Mais là, ça peut mettre beaucoup de pression à l'Australienne qui doit faire mieux maintenant que 4,91 m pour reprendre cette deuxième place, cette médaille d'argent qui lui file sous le nez pour l'instant. Oui, elle est tout au bout de cette piste d'élan. Elle est déterminée, voilà, de reprendre ce qu'on lui a volé du côté de la Suissesse. Même si évidemment ce n'est pas un vol, mais bien. C'est bien mérité. Oui, c'est mérité, effectivement. Elle qui est pourtant bien motivée, on la voit tout au bout de cette zone d'élan. Elle est loin, elle est infiniment loin par rapport aux autres athlètes. Elle a les mains sur les hanches avec sa tunique de couleur verte. Prête à partir dans ce concours. Oui, elle est à 25 mètres, environ 25-30 mètres du sautoir. Le drapeau blanc est brandi, c'est bon, elle court, elle accélère, elle passe devant la girouette du vent, elle va arriver sur la zone de lancer, de sauter, et c'est pas mal tout ça. Est-ce que ça va suffire à battre les 4,91 m de la Suissesse? La planche est bonne et 4,90 m. Oh non! Oh quel dommage! À 1 cm près. Elle échoue à 1 cm près pour cette médaille d'argent. Mais elle sera quand même médaillée de bronze. Sur un dernier essai. Quel concours, dis donc! Quelle fin de concours! Oh là là, 1 cm près. Comme quoi ce sport est vraiment un sport au millimètre près quasiment. Elle est tout de même félicitée par son coach et elle ne semble pas déçue, hein, l'Australienne qui va garder quand même cette 3e place et donc s'assurer un podium sur les championnats du monde, ce qui n'est pas rien. On la voit, une très belle accolade avec Elena Crater, donc celle qui lui a subtilisé la 2e place lors du dernier essai. On va suivre avec intérêt celle qui est championne du monde déjà d'office. C'est l'italienne. Oui, c'est l'italienne Martina Caironi qui s'élance donc avec moins de pression, on va dire. Maintenant peut-être un nouveau record à aller chercher. Et oui, parce que c'est déjà elle qui détient le record du monde dans la catégorie T63 avec 5,46 m. C'est le principal objectif de son saut. Elle est penchée en avant, prête à partir. Ah, elle a raté son départ. Elle va se relancer. Elle va redemander au public de l'accompagner. Parce que sa prothèse avait glissé sur ce sol alors qu'elle prend appui. Ça y est, elle est partie dans cette course d'élan. Elle est partie, ça part très vite. Elle cède de ses bras, elle va faire un énorme saut. L'italienne. Elle va atterrir sur le ventre et on la voit sourire d'ici. Oui, elle est contente. Elle a lancé du sable avec sa main en l'air dans Charletti. Elle pointe son poing vers le haut. 4,79 m. Non, elle ne va pas battre son record du monde. Oui, elle n'améliore pas, mais elle est tout de même championne du monde. L'italienne Martina Caironi avec ses 5,18 m lors du 4e essai. Elle décroche la médaille d'or. En 2e place, c'était très serré. Et c'est finalement la Suissesse Elena Crater qui a subtilisé la 2e place au dernier essai avec ses 4,91 m. Et voilà, 3e place, on a Vanessa Lowe, l'Australienne, qui a donc perdu sa 3e place avec ses 4,90 m lors du dernier essai. Alors que là, les 3 athlètes magnifiques ont fait un câlin collectif, toutes les 3, avec leurs drapeaux respectifs. Magnifique image, et maintenant, ce sera la photo traditionnelle. La photo traditionnelle de ces 3 athlètes. Et l'italienne qui chante, qui danse surtout sur cette musique italienne. Sala Polke Ti Amo. Voilà, avec mon magnifique accent italien. Elle pose maintenant à genoux devant toujours les photographes avec leur maillot. Voilà donc, avec leur drapeau. Voilà donc pour ce concours de longueur. Magnifique concours qui s'est joué jusqu'au bout. Et oui, et donc ce concours est désormais terminé. On va pouvoir se pencher pleinement du côté des courses et du 400 mètres T13 qui se préparent. Les athlètes T13 qui sont donc déficients visuels, mais qui ont tout de même la possibilité de courir sans guide. Et c'est le cas des 8 athlètes que nous avons sous les yeux. Qui sont, Adrien, ces 8 athlètes? Alors on a le Norvégien Vegard Drasgund Sverd qui court en 5,64, en 50 secondes 64 pour ce 400 mètres. On a ensuite Edwin Masuge qui vient du Botswana en 50-50. 50 secondes 50 centièmes évidemment. Ryota Funukaga, le japonais, qu'il faudra suivre car il a la meilleure performance cette saison en 47-79. On a ensuite Winder Brenner Bermudez, le Colombien,
aux couleurs numéro 4. Et ensuite aux couleurs numéro 5, il faudra le suivre aussi du haut de ses 33 ans, Johannes Nambala, médaillé de bronze aux derniers Jeux paralympiques, médaille d'argent en 2016 aux Jeux paralympiques aussi, champion du monde en titre dans cette discipline. Voilà, c'est l'un des favoris de cette course. Ensuite, Ivan Hernandez, l'Espagnol, au couloir 6. Max Marzillier, l'Allemand, au couloir 7. Et pour finir, le plus à l'extérieur, on a Jakarin Damouné, le Thaïlandais, au couloir 8. Pour ce qui est de la couleur des maillots, on aura le Norvégien dans le couloir numéro 1 qui arborera un maillot, une combinaison en une pièce de couleur bleu foncé ainsi que quelques touches de rouge. Dans le couloir numéro 2, le Botswanien arborera un maillot de couleur bleu clair et un short gris. Le Japonais Ryota Fukunaga arborera un maillot de couleur rose fluo. Le Colombien a un maillot lui de couleur jaune avec des traits de couleur rouge et bleu. Dans le couloir numéro 5, le Namibien aura un maillot de couleur rouge et un short de couleur noire. Ensuite, l'Espagnol Ivan Hernandez dans le couloir numéro 6 a un maillot de couleur rouge et jaune, aux couleurs évidemment de l'Espagne. Et enfin, l'Allemand Max Marziller aura un maillot de couleur dorée et un short gris. Et dans le dernier couloir, Jakarin Damouné pour la Thaïlande aura un maillot de couleur bleue et un short noir. Voilà donc pour ces 8 athlètes. Le caméraman vient de finir sa présentation. La course pourra démarrer. Un 400 mètres, on le rappelle, c'est un tour de piste. Un tour, ça va vite, mais c'est assez long quand même pour les athlètes. On tourne donc aux alentours des 46,70. C'est pour le record du monde ce temps. Le record des champions du monde est en 46,92. Vous venez de l'entendre. Voilà, il vient de retentir. Les athlètes vont se positionner sur leur starting block, s'accroupir pour la plupart, pour tout le monde même. Ils vont donc s'accroupir pour bien se placer. Bien placer les mains aussi derrière la ligne blanche devant eux. On a donc bientôt le départ qui va être donné pour ce 400 mètres T13. T13, on le rappelle, c'est une déficience visuelle partielle. On vous laisse le silence d'avant départ évidemment. Ça prend un peu de temps, et ça va bientôt partir. Voilà le départ qui était un petit peu long, mais c'est quand même parti dans cette finale du 400 mètres T13. Et c'est le Japonais au couloir numéro 3 qui prend un excellent départ. Il a bientôt rattrapé le Colombien à sa droite. On a déjà le Norvégien qui est un peu distancé par rapport au Botswanais au couloir 2. Et on a une superbe envolée du Thaïlandais au couloir 8, le plus à l'extérieur, qui va rentrer en premier dans ce virage. Le Namibien a fait son retard sur le Colombien. Le Japonais continue son effort pour rentrer dans le virage à la 3e position. Le Namibien aussi bien parti en 2e position. À l'extérieur, on a toujours le Thaïlandais qui continue son effort, mais ça va surtout se jouer entre le Namibien et le Japonais au coude à coude, qui vont rentrer, qui vont sortir de ce virage côte à côte pour la première place. Ça va être très serré entre les deux et c'est le Japonais qui a pris l'avantage à la sortie de ce virage. Il va rester 50 mètres dans cette course. Le Namibien est pour l'instant 2e et il peut rattraper. Allez, il va attendre quelques mètres pour le Japonais à tenir et il va s'imposer. Le Japonais qui s'impose devant le Namibien et c'est le Colombien qui va finir ce podium en 3e position, donc au couloir numéro 4. Alors que on a l'Allemand qui lève les bras alors qu'il n'est pas dans le podium. Il a sans doute fait une super performance au niveau du temps. Mais voilà, le Japonais est champion du monde. 47 secondes 79 pour donc, le Japonais Fukunaga qui ne bat pas le record des championnats du monde ni celui du record du monde. C'est vrai qu'avec Adrien on était habitué cette soirée et les soirées précédentes à avoir des records qui tombaient. On a déjà eu la preuve dans cette première partie de soirée. On voit les athlètes qui sont vraiment épuisés. On a par exemple le Botswanien Edwin Masuge qui est écroulé sur le sol, voilà, suite à cette performance, alors que l'Espagnol Ivan Hernandez est très content de cette 6e place. Ouais, parce que sûrement. Oui. Il a dû exploser son record. Je n'ai pas vérifié son temps. L'Espagnol qui courait en 50-26 cette saison. Oui, donc 50 secondes et 26 centièmes pour l'Espagnol et qui, oui, il vient de battre son record d'environ 15 dixièmes. C'est une belle performance donc pour l'Espagnol. Oui,
Et donc pour suivre la prochaine course des 800 mètres avec des Français, je vais laisser la parole à un expert, Florian, qui va prendre le micro pour cette course. En attendant, donc on a les juges arbitres qui sont en train de retirer les plots sur cette course, puisque cette course ne se déroulera pas à pied mais bien en fauteuil. Florian, bonsoir. Bonsoir Paul, merci. Merci de m'accueillir pour ce commentaire, pour cette course T53 qui s'annonce grandiose avec du très très beau monde sur la piste, dont deux Français, deux expérimentés Français. Est-ce qu'on les présente maintenant? Ah oui, on peut. On peut. Alors déjà au couloir 1, on aura Nicolas Brignon. Donc ce sont deux Français qui s'entraînent au pôle technique de Nouméa en Nouvelle-Calédonie avec Olivier Degnaud. 34 ans, Nicolas Brignon, record perso 1 minute 39. Et le deuxième Français qu'on ne présente plus, c'est le doyen de cette équipe fauteuil. Et oui. 51 ans, Pierre Fairbank. Alors Pierre Fairbank, pour les plus jeunes, c'est 9 médailles paralympiques, dont la première en or à Sydney en 2000 sur 200 mètres, donc ça ne nous rajeunit pas quand même, et 9 médailles mondiales, dont 2 en or, et la première sur le relais en 1998 sur le relais de 4x100 à Birmingham. Eh bien, on a hâte d'avoir cette course. Est-ce que les Français sont favoris dans cette finale donc de ce 800 mètres T53? Alors peut-être un peu plus pour Pierre, mais il y a vraiment du beau monde sur cette course. Notamment, on va avoir au couloir 2 un Américain, Seaman Bryan, pareil, qui fait 1,34 son record sur 800 mètres. On a également au couloir 3 du coup le Thaïlandais Paeo avec 1,32, donc à surveiller, hein, le Thaïlandais qui fait partie des meilleurs chronos. Il y aura 3 Thaïlandais dans cette course. D'ailleurs au couloir 3, Paeo qui a fait or sur 100 et 400 mètres dans la même catégorie, donc c'est un sérieux client. Arsae à 24 ans, du coup au couloir 4, un autre Thaïlandais. Et enfin Lakatos, j'aimerais un petit peu en parler. Lakatos Brent, le Canadien de 43 ans, pareil aussi, donc lui c'est l'un des favoris, le deuxième favori peut-être derrière le Thaïlandais. Médaille d'argent en 1500 mètres sur T54, donc il est surclassé d'une catégorie parce que les T53 et les T54 sont mélangés à partir du 1500 mètres. Mais il a quand même réussi à passer outre pour faire quand même une très belle médaille d'argent derrière Marcel Hugues. Donc c'est quand même une performance extraordinaire. Pour lui, 11 médailles paralympiques, dont l'or en 2016 sur 100 mètres, 17 médailles mondiales. Enfin voilà, ça reste un très grand sportif. Et ensuite, on a au couloir 6 le dernier Thaïlandais du coup, Intasen. Et enfin au couloir 7, parce que Pierre Fairbank est au couloir 8, on a Yu, le Coréen du Sud, qui lui a son record en 1,33. 1,38, pardon, excusez-moi. Les athlètes sont placés dans leurs couloirs respectifs qui sont juste en face de nous, donc à une vingtaine de mètres peut-être, juste en face donc de notre poste de commentateur. On a donc le Français Nicolas Brignon dans le couloir numéro 1, ainsi que l'autre Français à l'extrême opposé, Pierre Fairbank. Voilà, ils sont sur les deux couloirs opposés de cette piste à l'entrée de ce premier virage. Le départ qui va être lancé aux alentours de 20h15, il est pour l'instant 20h11, donc on a un peu d'avance du côté de ce départ, mais on va pouvoir donc du côté du caméraman présenter les différents athlètes. Avec, donc voilà, il est en train de filmer pour l'instant Pierre Fairbank dans le couloir numéro 8, donc le doyen de cette équipe de France à 51 ans, qui arbore un maillot blanc avec les épaulettes de couleur bleu, blanc, rouge. Et on va compter sur lui du côté du public ici à Charletti. Bien sûr, mais ça va être un peu intéressant de voir comment il va gérer sa course, parce qu'il ne fait plus vraiment partie des favoris de ces épreuves-là. À son âge maintenant, il fait presque plus partie des outsiders. Il a une expérience qu'on ne démontre plus, bien évidemment, qui va bien au-delà de tous les petits jeunes qui sont aux côtés de lui, même s'il y en a qui ont une sacrée expérience. Mais voilà, ça va être très intéressant de voir est-ce qu'il va être plutôt dans la gestion, est-ce qu'il va partir fort, même en général dans la course, à savoir est-ce que ça va plutôt se regarder un peu au début ou est-ce que ça va partir très fort. C'est un peu, on ne sait jamais trop sur ces championnats du monde. De toute façon, ça va forcément finir très fort, ça on en est persuadé. Mais à voir comment, à la fin du 100 mètres, quand les sportifs vont se rejoindre, qui va oser prendre le leadership pour voir un peu comment ça va évoluer par la suite. Oui, donc vous pensez que ça va se suivre pendant un petit bout de temps dans cette course? Ah bah dès que ça va se rejoindre, ça va rouler en peloton. Voilà. Après, il va y avoir des passages de relais. Peut-être qu'il y en a qui vont oser le prendre
pour s'exposer et qui vont s'exposer de fait au vent, ou d'autres qui vont essayer d'attendre un peu plus derrière pour surgir sur les 100, 200 derniers mètres. Voilà, c'est un peu la loterie, on l'a vu sur les T54, soit ça va très fort, soit c'est un peu plus dans la gestion. Le temps c'est une finale, donc le temps n'a pas d'importance, en définitive c'est la médaille qui compte. Donc peut-être, voilà, voir s'il va y avoir un peu de gestion. On va pas tarder à le savoir. Du côté du couloir numéro 1, on a donc les couleurs des maillots qui vont être présentées. On a Nicolas Brignon, donc notre Français avec un maillot blanc. Dans le couloir numéro 2, Brian Siemens pour les États-Unis d'Amérique qui arbore un maillot de couleur violet et un fauteuil de couleur rouge. On a les deux Thaïlandais, Massabere Asrae et Pongsakorn Payo dans le couloir numéro 3 et 4 qui arborent un maillot de couleur bleue. Ensuite Brent Lakatos, le Canadien dans le couloir numéro 5 avec son maillot blanc et son casque rouge aux couleurs du Canada. Dans le couloir numéro 6, Sopa Intasen pour la Thaïlande, lui aussi avec un maillot bleu foncé. Et dans le couloir numéro 7, on aura pour la Corée Byung-gun Yu avec un maillot de couleur blanche. Et enfin Pierre Fairbank dans le couloir numéro 8, son maillot de couleur blanc. Et il est acclamé ici dans le public, Pierre Fairbank. Ça applaudit, hein, oui. Il est connu désormais, Pierre Fairbank. Depuis le temps que les connaisseurs le côtoient, ça reste vraiment une idole ici. Alors que le départ va bientôt être donné. Les athlètes qui ont les mains sur les mains courantes de ces fauteuils. Et allez-y, Florian, pour cette course. On demande le silence dans le public. C'est parti, donc départ du 800 mètres avec, on voit directement Lakatos, le numéro 5, qui prend un gros départ, qui va sûrement sortir en tête de ce premier virage, qui va sûrement prendre la corde pour être en première position. Alors à voir maintenant la réaction des autres. Il y a le Thaïlandais, l'autre favori, bien sûr Payo, qui le suit de près, qui ne va pas le lâcher. On arrive bientôt aux 200 mètres et c'est Lakatos qui ne baisse pas le rythme. Lakatos toujours qui rentre dans le troisième virage en tête, qui va très vite. Il laisse aucune chance pour l'instant aux Thaïlandais de prendre le relais. Alors est-ce qu'il va être capable de tenir les deux tours à cette vitesse-là? Je demande à voir. En tout cas, il a l'air bien parti pour emmener tout ce petit groupe-là pendant 800 mètres. On a donc notre Français Nicolas Brignon qui est pour l'instant à l'arrière du peloton. Pierre Fairbank, lui, est en 5e place, je pense, dans ce peloton. Et c'est donc mené, comme vous l'avez dit, du côté du Canadien, du Canadien, oui, Lakatos, qui est pour l'instant en train de mener ce peloton du côté. Il est bien suivi du côté de la Thaïlande. Les deux premiers quand même commencent à se détacher, le Canadien et le Thaïlandais. Il y a quand même Pierre Fairbank à la 5e position, au moins finir à une 4e place qui ouvrirait un slot pour les Jeux Paralympiques. Il revient, il prend l'extérieur. Oui. Prend l'extérieur sur l'autre Thaïlandais. Est-ce qu'il va être en mesure de le dépasser? En attendant, on a le sprint final entre Lakatos et le Thaïlandais Payo. Et c'est Lakatos en première position. Et derrière, et Pierre Fairbank qui remonte. Oh, ça va se jouer à la photo finish. Pierre Fairbank 4e ou 5e. Ça va être très serré à mon avis. J'ai peur qu'il n'ait pas réussi à remonter à temps. Ça va être compliqué alors qu'on vient de battre un record des championnats du monde. En 1 minute et 34 secondes et 32 centièmes du côté du Canadien Lakatos. Il a fait une course extraordinaire. Il a été capable de mener du début à la fin, malgré le vent, malgré la pression du Thaïlandais. Une course magnifique. Il mérite sa médaille, il mérite son record. Et maintenant, on attend le résultat du Français. Ça va se jouer de toute façon à une demi-roue. Et on peut dire qu'il a complètement explosé le précédent record des championnats du monde qui était détenu en 1 minute et 38 secondes. Voilà, c'est depuis 2019 donc, par Brent Lakatos. Il vient de battre donc de son propre record qui datait de 2019. 43 ans Lakatos aussi. Donc on voit qu'en fauteuil, plus on vieillit, meilleur on est avec l'expérience. C'est vraiment impressionnant de voir ces sportifs qu'on dirait sur la fin dans certaines disciplines, dans d'autres sports, qui finalement en fauteuil mûrissent, grandissent, prennent de l'expérience et battent leur record au fur et à mesure. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Et c'est Brian Siemens qui termine en 3e position de ce classement à 1 minute et 36 secondes donc dans cette finale du 800 mètres masculin T53, alors qu'on voit les athlètes à notre gauche revenir tout au bout de cette ligne d'arrivée.
On a le Canadien Lakatos et l'Américain Brian Sieman qui sont côte à côte et qui vont franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants dans ce tour de relâchement. On attend le résultat de la 4e place. Pour l'instant, nous ne l'avons pas sur les panneaux d'affichage, donc on prie pour Pierre. On espère une 4e place qui ferait du bien à la course fauteuil française après la débâcle tout à l'heure pour le 100 mètres de Yasser Moussangania. Donc on espère vraiment ressourire un peu côté français. Ça nous ferait du bien cette 4e place. Et non, malheureusement, il finit 5e juste derrière le Thaïlandais Arsai. Malheureusement, pas de slot pour l'équipe de France en 800 mètres T53. Ah oui, c'est dommage, alors que l'on voit à notre droite le podium qui est en train de se dessiner avec le Canadien Brent Lakatos qui termine donc en première place de ce classement, qui est face au photographe avec son maillot canadien dans le dos, tandis que son compère des États-Unis, l'Américain Brian Sieman, lui aussi le drapeau américain dans son dos. Je te remercie Paul, je vais rendre l'antenne du coup à Adrien. On se retrouve tout à l'heure pour les courses T35 et pour la finale du T54. Malheureusement du coup sans français, mais une très très belle course à venir parce qu'il y a déjà eu un record du monde égalé tout à l'heure, donc hâte de pouvoir commenter ça à nouveau. Merci Florian. Donc on a le Canadien Brent Lakatos et Brian Sieman du côté des États-Unis qui sont face au photographe. On a une assistante du côté de Brent Lakatos qui est en train de l'aider avec son maillot. Il est suivi du côté du caméraman qui va le raccompagner dans la zone presse de cette partie du stade Charletti. Cette zone presse qui se situe donc à notre droite, en bas à droite, à environ une 50aine de mètres de notre poste de commentateur. Et juste devant nous, on a une délégation canadienne qui est présente dans les tribunes et qui est donc contente, voilà, de cette victoire de Brent Lakatos dans cette course du 800 mètres T53 masculin. On va pouvoir se préparer à la prochaine course qui va arriver dans cette soirée de course ici au stade Charletti. Oui, voilà, je suis de retour jusqu'au bout de la nuit avec vous pour suivre ces dernières courses de cette soirée. Restez bien avec nous parce qu'on aura évidemment Timothée Adolphe pour sa finale, ce 100 mètres, pour essayer de décrocher la première médaille d'or française dans ces championnats du monde. Ça sera dans une petite demi-heure maintenant, sa course du français. Mais pendant ce temps-là, on a de quoi se régaler avec plusieurs courses, notamment du 100 mètres T52 qui se prépare. Les athlètes sont déjà sur la piste en train de faire des simulations de départ. Alors je peux vous les présenter. Au couloir numéro 2, nous aurons Pichaya Kuratnasa Siri, le Thaïlandais. Ensuite Sam McIntosh qui roule en 17-14 cette saison. C'est le deuxième meilleur temps à égalité avec un Japonais au couloir numéro 6. Mais pour l'instant, au couloir numéro 4, on a Christian Torres, le Colombien. Bit Boesch, le Suisse. Ensuite Tatsuya Ito, le Japonais donc, qui court dans les mêmes temps que l'Australien. On a ensuite le Coréen Jongjae Jong et le Lituanien Kęstutis Skulkas. Voilà, c'est la première série de ce 100 mètres T52, donc en fauteuil. T52, je le rappelle, c'est une atteinte totale des membres inférieurs et du tronc, mais aussi une atteinte sévère des membres supérieurs. Donc ils auront déjà un peu plus de mal, on va dire, que les 53 ou 54 pour faire avancer leur fauteuil, pour donner de la puissance à leur fauteuil. Mais ça va quand même être une magnifique course. Voilà, les 3 premiers de chaque série, il y a 2 séries, donc les 3 premiers des 2 séries vont être qualifiés. Et on aura ensuite les 2 meilleurs temps. Du côté du deuxième couloir, pour la couleur des maillots, on a donc Pichaya Kuratasniri pour la Thaïlande, qui arborera un maillot de couleur bleu foncé. À sa droite, l'Australien arbora lui aussi lui a un maillot de couleur vert foncé avec les épaulettes de couleur jaune fluo. À sa droite, Christian Torres, le Colombien, aura lui un maillot de couleur jaune et un short de couleur noire. À sa droite encore, le Suisse Bit Boesch
aura lui un maillot de couleur rouge. À sa droite, le japonais Tatsuya Ito aura, comme tous les athlètes de la délégation japonaise, un maillot de couleur rose fluo. Et enfin, Jongdae Jong pour la République de Corée aura lui un maillot de couleur blanc. Voilà, la finale de cette catégorie aura lieu demain à 10h19. Donc 100 mètres T52, les athlètes sont en train d'être présentés par la caméra, alors qu'on nous annonce un forfait du Lituanien en couleur 8, Kęstutis Kuskas, qui ne s'est pas présenté, qui est donc DNS, qui veut dire Do Not Start. Il ne va pas prendre le départ, le couleur 8 est donc vide. Ça fait un athlète en moins et ça fait surtout une chance en plus pour les autres athlètes qui donc vont avoir plus de chance, si on peut dire, pour se qualifier en finale. Et oui, et surtout que ce sera très serré dans cette finale, parce qu'on a sûrement 4 athlètes qui se détachent, 4 favoris en la personne de Sam McIntosh, Christian Torres, Big Botch et Tatsuya Ito dans les couloirs 3, 4, 5 et 6. Ça va aller très fort sur la partie gauche de ce circuit, tandis que donc, le coréen, le lituanien et le thaïlandais vont aux extrémités de ces couloirs tenter de faire de leur mieux pour peut-être, pourquoi pas, aller accrocher un podium. Mais ça va être compliqué face aux monstres qui se dessinent en face. Oui, si on regarde leur temps, il y a 4 places. Il y a 4 athlètes pour 3 places. Le silence est demandé, le départ vers Matouet, donné dans quelques secondes. Allez, le départ vient d'être donné. On a une magnifique impulsion de la part du Colombien au couloir numéro 4 qui a pris l'avantage. Mais c'est le Japonais au couloir 6 qui va essayer de refaire son retard. L'Australien McIntosh est pas mal non plus à la deuxième position. Coude à coude avec le Japonais. C'est le Japonais maintenant qui va prendre l'avantage. Et l'Australien aussi. Ils sont en coude à coude pour l'instant. Et c'est le Japonais qui va prendre la première place. L'Australien la deuxième. Le Colombien troisième. Et le Suisse quatrième. Voilà, on vous avait annoncé le quatuor. Et c'est évidemment ce quatuor de tête qui a fini dans les 4 premières positions avec... Pour le japonais, c'est la première position. Ouais, il est sorti un peu de derrière les fagots, le japonais, qui est resté voilà, en embuscade derrière Christian Torres et Sam McIntosh du côté voilà, du couloir 3 et 4. Et il a voilà, déployé tous ses moyens dans les dernières foulées, dans les derniers coups de main, derniers coups de bras. Et c'est donc... Tatsuya Ito, le japonais, qui termine en première place de ce classement. Ensuite on aura l'Australien Sam McIntosh et le Colombien Christian Torres en troisième position de ce classement, suivi par Big Botch et il me semble que c'est le coréen Jongdae Jong qui termine en sixième position de ce classement. En cinquième position. Cinquième position de ce classement, autant pour moi. Oui, voilà, donc les 3 premiers sont qualifiés. Il faudra attendre la deuxième série dans quelques minutes pour savoir les qualifier au temps. Le 4e est en 18,34, c'est donc le Suisse. Et la 5e position pour le Coréen en 18 secondes 65. Ça allait quand même très vite du côté du quatuor de tête et même le 5e. Et il faudra attendre patiemment la deuxième série pour savoir si surtout le Suisse Big Botch qui était en 17,46 cette saison sera qualifié ou non. Voilà, un petit favori qui est pour l'instant en danger pour cette finale qui aura lieu demain 10h19. Dans cette première série, donc, on a eu un beau duel qui s'est livré entre Sam McIntosh et Christian Torres dans la première partie de ce 100 mètres, aux alentours des 50 mètres, je dirais. Et ensuite Tatsuya Ito pour refaire le scénario de cette course et qui était resté en embuscade est sorti et a pris voilà, les rênes de ce 100 mètres pour déployer toutes ses forces. Oui, pour ne plus le lâcher. Et effectivement, Adrien. Alors que on a eu aussi l'Australien pour finir ce débrief. Ouais. L'Australien qui est passé sur la fin, sur les 20 derniers mètres. Il a passé le Colombien à la gauche du Colombien. Et pour prendre cette deuxième place, le Colombien a sans doute perdu trop de force dans son magnifique départ. Et ça a pesé sur cette fin de course, sur cette fin de 100 mètres. Mais il a quand même accroché la troisième place. Il est quand même qualifié pour la finale. C'est une magnifique performance. On aura donc la deuxième série qui va se dérouler dans quelques instants du côté du 100 mètres T52. Donc T52, on le rappelle, fait référence à la classification des athlètes au niveau de leur handicap. Comment ça fonctionne tout simplement cette classification?
on a d'une part deux lettres, voilà, T ou F. T signifie track, comme la piste en anglais, et F comme field, le terrain en anglais donc. Et voilà, donc ça définit les épreuves qui se passent soit sur la piste, donc les épreuves par exemple de course, de saut en longueur ou de saut en hauteur, et field, donc le terrain, les épreuves qui sont les épreuves de lancer principalement et même essentiellement. Donc le lancer de poids, le lancer de massue, le lancer de javelot ou le lancer de disque. Ensuite, il va y avoir des classifications au niveau du premier chiffre tout simplement. Les athlètes des dizaines sont les athlètes qui sont des déficients visuels. Ensuite, les athlètes dans la vingtaine sont les athlètes déficients intellectuels. De 32 à 38, que ça soit T ou F, peu importe, ce sont les athlètes paralysés du cerveau ou assimilés. T ou F 40 à 41, ce sont les athlètes de petite taille. TF 42 à 47, ce sont les athlètes amputés ou assimilés comme tels, sauf les appareillés de membres inférieurs. Ensuite, T 51 à 54, ce sont les athlètes en fauteuil, donc qui participent aux courses en fauteuil. De F 51 à F 57, ce sont les lanceurs en fauteuil, donc qui participent aux épreuves de lancer directement en fauteuil ou sanglés sur une chaise de lancer. Et enfin, de TF 61 à 64, ce sont les athlètes amputés de membres inférieurs et appareillés. Voici pour le rappel des classifications en handisport qui sont peut-être trop souvent méconnues, ces classifications. Alors pourtant c'est important pour comprendre effectivement ces compétitions qui prennent lieu sous nos yeux. Oui, c'est ça, et je ne sais pas si vous l'avez rappelé, mais le deuxième chiffre signifie le degré de handicap de l'athlète. Donc plus il est bas, plus le handicap est sévère et majeur. Donc un T11 ou F11 sera un athlète qui aura une cécité totale. Il ne voit quasiment rien, voilà, un déficient visuel très sévère. Alors que par exemple de TF 12, on a un athlète qui voit une vision très réduite et peut donc être accompagné par un guide, mais c'est son choix. Alors que TF ou 13, c'est un athlète qui n'a pas de guide tout simplement, oui, et qui a une bonne vision, une plus bonne vision que... oui, voilà. Oui, il voit quand même très mal, il faut le rappeler tout de même. Alors que les athlètes sont en train de se placer du côté de cette deuxième série. Pour le 100 mètres T52, on aura dans le couloir numéro 2 Thomas Gierspilcher pour l'Autriche, qui est en train, voilà, de se placer en marche arrière dans son couloir numéro 2. L'Autrichien qui a effectué un record personnel cette saison à 19 secondes 07 pour ce 100 mètres. Dans le couloir numéro 3, Fabian Blum pour la Suisse s'élancera avec le dossard 1018 dans le couloir numéro 3. À sa droite, Leonardo de Jesus Pérez pour le Mexique s'élancera dans le couloir numéro 4. Ensuite, dans le couloir numéro 5, Maxime Carabine pour le Belge et son dossard 113. Daily Marcus Perino pour la Grande-Bretagne s'élancera quant à lui dans le couloir numéro 6. À la droite de Maxime Carabine, Brandon Beek, le Sud-Africain, s'élancera dans le couloir numéro 7. Et enfin, tout à droite, Anthony Bouchard pour le Canada s'élancera du couloir numéro 8. Oui, voilà, donc maintenant on va parler des habits des différents athlètes pour vous visualiser ces athlètes. On a au couloir numéro 2 l'Autrichien qui est très fluo. On le voit d'ici, un casque orange fluo et des roues aussi fluo. Voilà, il est assorti avec son casque et ses roues de fauteuil très fluo, un orange fluo. Et ensuite on a du rouge pour le Suisse au couloir numéro 3, le couloir numéro 4 pour le Mexicain, il sera en blanc. À côté de lui, le Belge sera aussi en blanc, sans doute avec le drapeau de Belge dans son dos, mais on ne peut pas le discerner d'ici. Et ensuite, on aura le Britannique qui sera couleur foncée. Voilà, on a du mal à discerner ces couleurs car on est quand même loin de cette zone de départ, de ce départ. Ensuite, on a le Sud-Africain qui est en vert, aux couleurs habituelles de son pays. Et enfin, le Canadien qui a un casque rouge et une couleur plutôt grise pâle. Voilà, alors qu'on a un juge, un officiel qui est venu voir le Sud-Africain pour le replacer dans le couloir numéro 7. C'est bon, les athlètes sont tous prêts, on pourra donner le départ.
Et encore une fois, donc, pour vous rappeler là où nous nous situons, nous sommes donc au poste de commentateur ici au Stade Charletti, à droite de la tribune principale où sont logés les centaines de spectateurs qui sont venus ce soir pour assister aux différentes compétitions. Et le départ de ce 100 mètres masculin dans cette deuxième série T52 va avoir lieu à notre gauche, à environ tout simplement à 100 mètres précisément de là où nous nous situons, puisque je le rappelle que nous sommes à l'exact endroit où se situe la ligne d'arrivée avec les 8 chiffres qui vont donc de 1 à 8 qui définissent donc les couloirs d'arrivée. Alors qu'on a un petit fan club du Suisse juste devant nous, juste en dessous de nous, avec des drapeaux verts avec écrit en Suisse il me semble, donc je n'arrive pas, c'est écrit Hope Fabienne, ouais, puisque c'est Fabienne Blum qui s'élancera dans le couloir numéro 3 pour la Suisse. On a distingué dans cette course trois grands favoris, on va dire, en la personne de Leonardo De Jesus dans le couloir numéro 4 pour le Mexique, qui a un temps personnel cette saison à 17 secondes 42. Dans le couloir numéro 5, on aura le Belge Maxime Carabine, qui a effectué un temps, un record personnel cette saison à 16 secondes 70. C'est Maxime Carabine, celui qui a remporté le 400 mètres T52 jeudi, tout simplement en faisant le record du monde en 54 secondes 19. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Il faudra se méfier de lui, évidemment. Oui, évidemment, c'est celui qui est le principal favori, alors que les athlètes sont en train de se concentrer. Ils ont les mains sur leurs mains courantes. On va suivre le couloir numéro 5 avec Inter et Maxime Carabine et son maillot de couleur blanc. À sa gauche, lui aussi, le Mexicain et son maillot de couleur blanc aussi. On a les mains sur les fauteuils. On est prêt à partir, alors que du côté de Leonardo De Jesus, on s'inquiète. On était inquiet de la qualité de son fauteuil. Et on est parti très fort du côté de Leonardo De Jesus, contrairement à Maxime Carabine qui a pris un très mauvais départ. Mais la vitesse de pointe du Belge va l'aider à... Oh là là, quelle pointe de vitesse du Belge! Il était bien loin derrière les autres et il a remonté tout le parcours devant Fabienne Blum qui était en première position tout le long de la course. Il a dépassé donc le Suisse Fabienne Blum dans les derniers instants et c'est donc Maxime Carabine qui gagne cette course en 17 secondes 26 devant Fabienne Blum et c'est 17 secondes 56 pour le Suisse. Donc la troisième position est détenue par le Britannique Marcus Perino Daly. Oui, il est en 17,91, donc ça allait beaucoup plus vite que la dernière série. Le Mexicain quatrième en 18 tout pile va se qualifier pour la finale. Il faut attendre le cinquième temps en 18,10 qui se qualifie aussi pour la finale. C'est Bouchard le Canadien, tous les deux qualifiés pour la finale. Ils ont 30 secondes d'avance sur les quatrième et cinquième de la première série. Donc on a les 4 premiers de cette série qui seront, les 5 premiers même de cette série qui seront qualifiés pour la finale. C'est une très belle course de Maxime Carabine. On a été époustouflé ici depuis notre poste de commentateur. Il avait commencé très mal, on peut le dire, en ayant du mal à se projeter, à se lancer dans cette course. Et pourtant il a réussi à remonter grâce à la force de ses bras sans aucun problème. L'athlète belge qui est donc bien plus imposant que ses adversaires. On le voit, il est en train de passer juste devant nous, habillé de son maillot de couleur blanc-noir avec un liseré aux couleurs du drapeau tricolore de la Belgique. On le rappelle, de couleur rouge, jaune et noir. Oui, vraiment, il a développé une incroyable puissance sur les 20 derniers mètres. Et il a déposé le Suisse à sa gauche. C'était incroyable la puissance qu'il a montré dans ce sprint final. Voilà, donc le Belge qui va se qualifier. On peut vous rappeler les qualifiés de la première série. On a eu Sam McIntosh, l'Australien, Christian Torres, le Colombien, et Tatsuya Ito, le Japonais. C'est donc le Suisse. Petite surprise, le Suisse Bosch qui ne va pas se qualifier au temps. Il avait fini 4e de peu sur le Colombien. Et il va donc laisser sa place. Il va donc être éliminé plutôt dans ce concours. Il ne va pas voir la finale. La finale aura lieu demain à 10h19. Et Paul va vous rappeler les qualifiés de cette dernière série.
Oui, et donc en première position, évidemment, Maxime Carabine a fusillé ses concurrents puisqu'il a terminé en première position. Ensuite, on retrouve Fabienne Blum en deuxième position. Et enfin, en troisième position, Marcus Perino Dailey, tout simplement. Oui, Marcus Perino Dailey qui est donc qualifié pour cette finale. Cette finale aura lieu demain à 10h19. Finale du 100 mètres masculin T52. Voilà, on va passer à la prochaine course. Les athlètes sont déjà en position en train de s'échauffer. Évidemment, c'est du 100 mètres T12 féminin. Finale du 100 mètres T12 féminin. T12, ils ont tous les 4, ils ont un guide. Donc un guide qui est vêtu d'un dossard jaune. Il va se positionner à la droite ou à leur gauche en fonction des préférences, tout simplement. On a donc 4 athlètes avec 4 guides. Donc on va vous les présenter tout de suite. On a Nagore Folgado Garcia, l'espagnol, au couloir numéro 1 avec son guide Javier Zaplanea Gilles au couloir numéro 2. Ils ont tous les deux donc un couloir chacun, donc 2 couloirs pour le duo. La cubaine, Omara Durand au couloir 3 avec son guide Yunol Kindelan au couloir 4. Alejandra Pérez Lopez, la vénézuélienne, au couloir 5 avec son guide Markinson Daniel Manzanilla au couloir 6. Et au couloir 7, la deuxième espagnole de cette course, Mélanie Berguez Gamez et Sergio Diaz del Campo pour son guide au couloir 7 et 8. Quelques petits rappels sur les règles de ce 100 mètres T12. Donc les athlètes avec leur guide sont liés avec une petite ficelle, un petit lien qu'ils accrochent au bout de leurs doigts tous les deux. Donc si ce lien se rompt pendant la course, c'est une disqualification et donc ils ne vont pas avoir leur chrono s'afficher, ils ne vont pas être classés. Disqualification, même si on finit premier, il n'y a pas de règle. Enfin, c'est la même règle pour tout le monde plutôt, donc disqualification. L'athlète doit passer la ligne d'arrivée en premier et non le guide, sinon c'est disqualification. Et aussi, il ne faut pas franchir les couloirs des autres coureuses. Donc il faut rester dans ces 2 couloirs pour le guide et son athlète et ne pas mordre sur les lignes d'à côté. On les voit donc les athlètes qui sont en train de s'échauffer. On a vu quelques courses de la part de Nagore Folgado Garcian, l'espagnol accompagné de son guide. On est en train de faire des petits sauts là-bas derrière les starting blocks de leurs lignes respectives. Oui, on peut vous rappeler les habits, différents vêtements de couleur des athlètes. On a l'espagnol qui sera habillé pareil que l'autre espagnol, que sa compatriote, à l'opposé d'elle dans cette piste. Donc un haut blanc et un bas rouge. Son guide a aussi un bas rouge et donc un dossard jaune pour tous les guides depuis le début de la compétition. On a donc la cubaine qui a un haut violet bleu et un short bleu. On a ensuite la vénézuélienne avec un bas bleu foncé et un haut blanc, et donc l'espagnol en blanc et rouge comme sa compatriote. Les athlètes ont fini de s'échauffer, elles sont prêtes derrière leur starting block. On attend quelques minutes quelques secondes avant de les présenter, car il y a aussi du lancer en même temps. Donc si vous préférez aller écouter du lancer de javelot, car c'est le dernier concours de lancer qui reste, vous pouvez aller le suivre sur l'autre canal. Ce sera commenté par Maëlys et Melvin pour ce dernier concours de la soirée. Pour nous, il va nous rester quelques courses encore, et juste restez bien avec nous évidemment. Juste après cette course de 100 mètres T12, ça sera notre Français en 100 mètres T11 pour sa finale homme. Ça sera Timothée Adolphe. Juste après cette course, restez bien avec nous parce que ça va décoiffer. Oui, ça va envoyer du lourd cette course de Timothée Adolphe, alors qu'on voit les 4 athlètes Nagore Folgado Garcian, Omara Durand, Alejandra Pérez Lopez, Mélanie Berguez Gamez qui sont donc derrière leur starting block, alors que la caméra de télévision est en train de passer juste devant nous, puisque la présentation des athlètes va bientôt avoir lieu. On rappelle, c'est l'occasion de rappeler que l'entièreté des championnats du monde est diffusée sur la chaîne L'équipe. Donc voilà, vous pouvez suivre cela si vous souhaitez aussi avoir les images de ces moments forts ici en athlétisme, en para-athlétisme à Paris. Oui, c'est une petite caméra télécommandée sur 4 roues
qui donc filme la présentation à chaque fois des athlètes, en tout cas pour le 100 mètres. Pour le 400 mètres, c'est souvent un caméraman, donc avec une caméra et quelqu'un derrière lui pour l'orienter, parce que le caméraman recule à chaque fois pour présenter des athlètes, donc du couloir 1 au 8, et il a besoin de quelqu'un derrière lui pour pas se prendre un athlète tout simplement et faire tomber sa caméra et se faire tomber lui. Donc là, pour le 100 mètres, c'est une petite caméra télécommandée. Oui, et justement, cette caméra télécommandée est en train de passer devant les différentes athlètes dans cette course, avec la favorite, Omara Durand, qui a effectué un temps record cette saison à 11 secondes 73. Elle détient elle aussi le record du monde depuis 2016 à Rio de Janeiro pour les Jeux paralympiques en 11 secondes 40. Oui. Si elle est en jambes, elle va peut-être essayer de le battre aujourd'hui lors de ces championnats du monde de Paris. On est habitué au record du monde cette année qui se battent. Ouais, tous les jours, pour ces championnats, il y en a. Et donc là, on va voir si elle va faire de même. C'est la championne paralympique en titre. Donc Omara Durand, la cubaine, au couloir 3 avec son guide au couloir 4. Les athlètes vont se placer sur leur starting block. Là, tous les guides, on a juste la Vénézuélienne qui a son guide à sa gauche. Tous les guides sont à la droite des athlètes. C'est notamment le Vénézuélien, le guide, qui a mis du temps à se placer. Voilà, c'est bon, ils sont tous prêts. On vous laisse le silence de pression juste avant le départ. Allez, c'est parti pour 100 mètres T12 qui est parti très fort du côté de la cubaine. Évidemment, c'est Durand qui est déjà en tête dans cette course. Derrière, ça va être très serré entre les deux Espagnols. Et c'est la Vénézuélienne qui va bientôt passer la ligne. Oh, c'est très serré. Pour la deuxième place, je ne pourrais pas vous dire. C'est vraiment serré entre l'Espagnol Folgado Garcia au couloir 1 et la Vénézuélienne Pérez Lopez au couloir 5. Mais je peux vous assurer que c'est la cubaine Omara Durand, la grande favorite, qui est de nouveau championne du monde avec 11,62. Elle améliore sa meilleure perf cette saison. 11,62 pour Omara Durand, nouvelle championne du monde. Et oui, ça, il n'y a aucun doute sur le fait que la cubaine Omara Durand a terminé première en 11 secondes 62. Et c'est la vénézuélienne Alejandra Pérez Lopez qui termine en seconde position aux alentours des 12 secondes, il me semble. 12 secondes 57, c'est ça. Et en troisième position, Folgado, l'espagnol en 12 secondes 66. Et c'est l'autre espagnol, Mélanie Gamez, qui termine en quatrième position de ce 100 mètres T12. Donc la nouvelle championne du monde est cubaine dans cette finale du 100 mètres T12. Alors que la vénézuélienne est justement en train de brandir son drapeau du Venezuela tout de même. Et c'est de même pour Nagore Garcia Folgado, l'espagnol qui est avec son guide et qui s'honore d'une très belle place, cette très belle troisième place, cette médaille de bronze. Oui, alors que l'espagnol qui a fini troisième est en larmes, elle fond en larmes avec son guide dans ses bras. Magnifique troisième place pour l'espagnol qui a devancé sa compatriote là, qui reste stoïque et qui va aller se diriger vers la zone mixte. Mais voilà, la photo traditionnelle avec les drapeaux. Il manque encore l'espagnol pour cette photo. Mais une magnifique course survolée par Omara Durand, la grande favorite, qui s'est imposée. Elle a respecté son rang. Et voilà, elle est championne du monde. Et Nagore Folgado Garcia a battu son record personnel toute saison confondue, qui était à 12 secondes 70, et elle est désormais à 12 secondes 66. Alors que les 4 athlètes, les 3 athlètes vont poser en même temps devant les photographes, alors que Mélanie Berges-Campes retourne au vestiaire déçue, sans même parler aux photographes. Ouais, c'est dommage pour elle. Elle était pas loin. Oui. Elle était pas loin, vraiment. Ça s'est joué vraiment au coude à coude avec ses deux concurrentes pour cette deuxième place. Donc, voilà, donc vous connaissez tous ce 100 mètres T12 féminin. Et maintenant, on peut basculer pleinement dans cette finale tant attendue du 100 mètres T11 de Timothée Adolphe. Ça va être chaud, puisqu'en face il a Timothée Adolphe des grands concurrents en la personne d'Anastasios Gavelas, mais il aura aussi de gros concurrents sur le couloir numéro 1 et numéro 7. Dans le couloir numéro 1, on aura donc Anasias Chikongo, accompagné de son guide Evan Chiuyuju pour la Namibie, qui sera donc dans le couloir numéro 1 avec son dossard 870.
Dans le couloir numéro 3, le grec Anastasios Gavelas sera accompagné de Dimitrios Chrysafis. Voilà, donc son guide qui arborera le dossard 538. Le grec qui a un record personnel cette saison à 10 secondes 93 et il a tout simplement battu le record des championnats du monde ce 14 juillet, hier tout simplement, jour de fête nationale, lors de cette demi-finale. Et il a établi un record des championnats en 10 secondes 93. Quelle performance de la part du grec. Il va être difficile à décrocher ce soir. Mais il sera, oui, c'est le favori de cette finale. Et c'est pour cela que ça va être compliqué donc pour Timothée Adolphe dans le couloir numéro 5 à sa droite, qui est pleinement concentré à faire du mieux qu'il peut. Il va donc être dans ce couloir numéro 5 avec son dossard 428. Timothée Adolphe, notre Français, accompagné de son guide Charles Renard. Dans le couloir numéro 7, enfin, on aura Gérard Descarrega, accompagné de son guide José Maria Marvison, et son dossard 389 pour l'Espagne. Donc. Oui, Timothée Adolphe qui a envie de faire mieux. Il avait fini médaillé de bronze en 400 mètres il y a quelques jours et on l'a vu vraiment déçu. Il voulait chercher mieux. Il était le champion du monde en titre de ce 400 mètres T11 et il était vraiment déçu. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose pour accrocher la médaille d'or. C'était vraiment très serré entre les trois premiers de ce 400 mètres. Mais aujourd'hui, c'est un 100 mètres. C'est tout à fait différent. Il a changé de guide en fonction, il change de guide en fonction de la distance. Aujourd'hui, c'est Charles Renard, alors que c'était Jeffrey Lamy pour son 400 mètres. Donc voilà, Timothée Adolphe qui va s'élancer au couloir 5 et qui a envie de faire mieux. Il a envie de ramener la première médaille ici dans son stade Charletti où il a l'habitude de s'entraîner en France. Voilà, Timothée Adolphe, le lendemain de fête nationale, c'est à lui maintenant de marquer ce 15 juillet 2023 comme une grande fête du para-athlétisme et du 100 mètres T11. Alors Timothée Adolphe a déjà remporté une médaille ici dans ces championnats du monde, une médaille de bronze sur 400 mètres, mais évidemment ce n'était pas ce qu'il voulait, hein, lui. Timothée Adolphe, on l'a vu très déçu en zone mixte ou même devant les journalistes et même sur le podium, hein, bien que ça soit une médaille de bronze, il était évidemment venu pour l'or ou même pour l'argent, et il était vraiment très déçu. Il va falloir pour lui dépasser la frustration, la déception de cette finale de 400 mètres pour la transformer pourquoi pas en motivation, en détermination pour cette finale du 100 mètres maintenant. Oui, parce que ces bourreaux, si on peut dire, de ce 400 mètres ne sont pas là, ils n'ont pas été qualifiés dans cette finale. Sans doute, surtout le Brésilien qui avait fini médaillé d'or en 400 mètres, il n'est pas là, il ne s'est pas qualifié pour cette finale. Donc la porte n'est pas grande ouverte, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même le grec champion du monde, le recordman du monde surtout, qui vaudra batailler avec lui. Il faudra le battre s'il veut accrocher la médaille d'or, mais ça va être quand même très difficile, mais ça va être quand même une belle bataille. Et puis même s'il a Anastasios Gavelas, le grec en principal adversaire, c'est vrai que Timothée Adolphe est bien entouré, hein, du côté des couloirs numéro 1 et 7 par deux très gros concurrents en la personne du Namibien Anasias Chikongo et Gérard Descarrega, l'Espagnol, qui ont d'une part et d'autre un record personnel cette saison en 11 secondes 20 pour le Namibien et en 11 secondes 24 pour Gérard Descarrega, tandis que Timothée Adolphe, lui, a un record personnel cette saison en 11 secondes 16. Ça va être tendu cette finale. Ça va aller très vite, oui. Accrochez-vous bien à votre siège là, parce que ça va vraiment décoller dans cette finale qui va commencer dans quelques minutes. Ils ont fini leur échauffement. Il y a la petite caméra mobile qui se dirige tranquillement vers les athlètes. Elle est vraiment au ralenti pour l'instant. Elle va dépasser la ligne des 50 mètres. Elle fait aussi son 100 mètres tous les soirs pour présenter les athlètes. Et on a encore le temps. Si vous avez entendu beaucoup d'ambiance juste avant, c'est parce que les speakers et les animateurs ont donné des t-shirts dans les tribunes. Donc évidemment, les spectateurs ont fait beaucoup de bruit pour en attraper un. Les tribunes qui sont bien garnies. On a des Espagnols, des Sud-Africains, des Brésiliens à notre droite et à notre gauche. Des Grecs qui vont évidemment soutenir leur athlète Gavelas. Voilà, la présentation va commencer. Vous allez entendre l'ovation pour Timothée Adolphe dans quelques instants. Et oui, Timothée Adolphe qui est arrivé sur cette piste ici à Charletti en courant. Voilà, il a effectué quelques
quelques dizaines de mètres pour se préparer à l'épreuve qui l'attend. Mais ensuite, après avoir effectué ces dizaines de mètres, il est resté voilà, derrière ses starting blocks, concentré, tandis que son guide, lui, Charles Renard, s'est entraîné plusieurs fois, alors que Timothée Adolphe est resté derrière lui. On sent qu'il est vraiment très concentré, hein. Timothée Adolphe, il a envie de ramener la médaille d'or, voire même la médaille d'argent à la France, qui n'a pour l'instant que 3 médailles de bronze. Alors on vous laisse le silence de l'ovation. Voilà, ça fait du bruit, Charletti, pour encourager le Français qui salue la foule avec son guide qui applaudit pour cette finale de 100 mètres T11. L'une des dernières chances françaises dans ces championnats du monde, parce qu'on est samedi et ça finit déjà lundi. C'est passé très vite ces championnats du monde. Maintenant, ça va commencer dans quelques instants. Ah, le stade est crispé, hein. Nous, commentateurs, on l'est aussi. C'est un grand moment ici dans ces championnats du monde. Un grand moment pour la France, un grand moment pour Timothée Adolphe qui va tenter d'éliminer sa frustration du 400 mètres et de faire du mieux qu'il peut dans cette course. Oui, à noter que c'est T11, donc les guides vont aider leurs athlètes à se positionner sur les starting blocks et surtout à positionner les mains bien juste derrière la ligne blanche. C'est le cas effectivement pour Timothée Adolphe qui est donc dans son couloir numéro 5 avec son guide Charles Renard juste en face de lui qui est en train de l'aider à positionner ses mains. On n'imagine pas la dose de stress qu'il doit avoir Timothée Adolphe dans ce moment important des championnats du monde, dans ce moment important de l'athlétisme français. C'est son guide qui prend le plus de temps à placer Timothée. Et voilà, c'est bon, ils ont fini, ils vont se placer pour ce 100 mètres. La concentration se lit sur les visages des 4 athlètes ainsi que de leurs guides qui vont être partis dans quelques instants dans cette finale du 100 mètres T11. Ils sont prêts, les doigts derrière la main. Ça y est, c'est parti, très fort dans cette course du côté du grec. Non, faux départ. Faux départ. Ouh là là, oh là, on a vibré, hein. Le Français était très bien parti. J'ai pas discerné qui a fait un faux départ. Ah, parce que là, ça peut être disqualification. Ça peut être un carton rouge pour l'athlète qui a fait un faux départ. On va voir dans quelques instants. Timothée Adolphe va se replacer bientôt sur ses starting blocks. On a fait à peine une trentaine de mètres pour faire cette course. Oui, c'est le premier à regagner ses starting blocks, Timothée Adolphe. Il ne me semble pas que ce soit lui qui soit parti en premier, et il me semble plutôt que ça soit le grec Anastasios Gavelas qui a effectué ce faux départ. On va attendre la validation du côté des juges arbitres. On a l'image à droite. Ah, c'est compliqué, hein. C'était vraiment très limite, hein. Ouais, c'est au millième de seconde. Et oui, il semble que ça soit du côté du grec puisqu'on le filme en plein écran désormais. Ah oui, c'est peut-être de son côté. On va attendre les juges arbitres qui vont décider. Ça peut être important puisque si élimination du grec il y a, ça peut être vraiment disqualification. On les voit, les juges arbitres qui sont en train de discuter avec leur maillot rouge. Quel carton vont-ils sortir? Si c'est un jaune, ce n'est qu'un avertissement. Si c'est un rouge, c'est une disqualification. Et le carton va sûrement être de couleur vert. Non, c'est carton jaune qui va être brandi du côté du grec. Oula, il n'a plus le droit à l'erreur. Ouais, c'est ça. Carton jaune. Il a eu de la chance, si on peut dire. Ça, je pense que c'est en fonction des juges, voilà, qui ont décidé que ça allait être un jaune pour le grec. Mais maintenant, on peut se replonger à nouveau dans cette finale du 100 mètres T11 pour un nouveau départ. Donc. On imagine évidemment qu'on ne va pas vouloir obtenir un deuxième carton jaune du côté du grec et peut-être donc effectuer un moins bon départ. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour le Français Timothée Adolphe. Oui, les athlètes qui vont se positionner de nouveau sur les starting blocks avec de nouveau les guides qui positionnent les athlètes, les pieds et les mains surtout. Pour, on le rappelle, ne pas dépasser la ligne, mais oui, pour le faux départ, là, ça c'est vraiment joué au millimètre, oui, à la milliseconde. Oui, même en voyant le ralenti, ça a été compliqué de discerner qui a fait le faux départ. Du côté de Timothée Adolphe, on est en train de se placer derrière la ligne blanche de son couloir numéro 5 avec l'aide de son guide Charles Renard. Les guides qui sont en train de se placer soit à gauche, soit à droite de leurs athlètes. On est en train de repositionner Timothée Adolphe du côté du couloir numéro 5 pour Charles Renard qui est debout, ça y est, il s'est accroupi. C'est de même pour
Dimitrios Kifarlis pour du côté du couloir du grec. On va partir, le stade est crispé, hein. C'est de même pour nous commentateurs. En attente de ce départ, ça y est, les athlètes vont se lever et on est parti, c'est parti cette fois dans ce 100 mètres avec donc Timothée Adolphe qui a pris un bon départ, mais c'est aussi le cas du grec, il est un peu derrière le français Timothée Adolphe, il va être derrière l'espagnol, il va peut-être accrocher, non, oh là 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 là. Ah, c'était serré, mais c'est évidemment Anastasios Gavelas qui va obtenir la première place sans aucun conteste en 10 secondes 94, c'est dommage, il est déçu le français, mais quelle va être la couleur de la médaille? Quelle va être la couleur du médaille du métal? Non, c'est le Namibien en tout cas est deuxième, le grec est premier, il a eu beaucoup de chance là sur son faux départ et il finit quand même champion du monde. Le Namibien est deuxième et troisième place pour Timothée Adolphe, c'était pas joué, hein. C'était très serré avec Gérard Descarrega qui termine donc en 4e position. Ah, il va y avoir forcément de la déception ici dans ces tribunes à Charletti et dans la tête de Timothée Adolphe qui, on le voit, est en train de se frotter les yeux. Ouais, il enlève son bandeau et ses patchs sur les yeux. Ah, il a encore une médaille, une nouvelle médaille de bronze quand même pour Timothée Adolphe, mais ouais, il baisse la tête, il visait encore mieux, mais j'ai l'impression que pendant sa course, il était un peu pas en rythme avec son guide, ils étaient un peu décalés les deux, pas comme d'habitude on va dire, et ça a sans doute joué, ils ont perdu beaucoup de vitesse à cause de ça, un petit déséquilibre entre les deux guides, entre le guide et son athlète. Ils doivent courir en miroir pour être le plus efficace possible, c'est-à-dire quand la main droite de Timothée Adolphe se lève, ça doit être la main gauche de son guide et surtout ses jambes, et là ils ont été en déséquilibre et ça a coûté une meilleure médaille. Oui, il est un peu déboussolé, Timothée Adolphe, ça se voit, il a le regard dans le vide, tandis qu'à notre gauche on a des supporters grecs qui agitent des drapeaux en faveur évidemment de Anastasios Gavelas ainsi que son guide Dimitrios Chrysafis qui vient donc de remporter la médaille d'or devant Ananias Chikongo pour la Namibie. Et Timothée Adolphe qui améliore quand même son meilleur temps cette saison en 1:12 par rapport à ses 11:16 pardon, 11:12 donc pour Timothée Adolphe. 11:13 pour l'Espagnol 4e, c'était vraiment joué d'un cheveu. Et là il est interviewé par le speaker, on va vous laisser écouter son interview. Timothée Adolphe qui demande donc au public de Charletti d'applaudir, hein, voilà, pour ces championnats du monde. Ouais, il n'est pas déçu, ça va. Non, ça va. Il est quand même content de sa médaille de bronze. Timothée Adolphe, donc deuxième breloque pour lui, qui fait augmenter la cagnotte française à 5 médailles. Et elles sont toutes en bronze pour ces championnats du monde. Oui, on va encore avoir des chances de médailles françaises dans cette soirée et même demain dans ces championnats du monde et lundi aussi. On aura des chances évidemment avec des Français qui vont concourir alors que Timothée Adolphe ainsi que son guide Charles Renard sont devant les photographes avec le maillot français. Et, du côté du grec, Anastasios Gavelas, on est caché sous le drapeau grec. Beaucoup d'émotions. Ouais. Beaucoup d'émotions là pour le grec qui est quasiment accroupi sous son drapeau avec son guide. Le caméraman qui s'est rapproché d'eux. Vraiment beaucoup d'émotions là pour le grec qui s'est vu tout simplement disqualifié à la base avec son faux départ. Mais il a eu très chaud et il a cette force mentale vraiment pour rebondir. Vraiment en 3 minutes il doit rebondir là pour passer d'une possible disqualification à une médaille d'or. Et c'est vraiment incroyable ce qu'a fait le grec. C'est vrai que c'est fort hein, de rebondir après avoir un avertissement pour à un carton tout simplement de la disqualification dans cette finale des championnats du monde de 100 mètres en course T11. Donc là on voit une belle image avec le podium de cette série et de cette finale de 100 mètres T11. Timothée Adolphe à droite, voilà, qui est accompagné de son guide Charles Renard. Oui, ça va, il ne semble pas trop déçu de ce résultat. Place. Et là il va essayer d'aller voir ses copains du groupe France et ses coachs dans les tribunes. Il se dirige, là il passe en dessous de nous. Donc le guide qui a enlevé son chasuble, qui a le drapeau sur sa nuque. Et, alors que là il y a une accolade juste devant nous de la famille du grec, sans doute peut-être ses parents ou sa famille qui sont très très émus là. C'est son père sans doute qui pleure, qui pleure à chaudes larmes du grec Gavelas, champion du monde donc. Oui, on a Timothée Adolphe qui va donc encore se diriger
vers sa tribune. Mais restez bien avec nous, il reste encore 3 courses à suivre cette soirée et on va relaisser la place à Florian. C'est Paul qui nous quitte ce soir. Et oui, bonne soirée à toutes et à tous. Je vous laisse entre de bonnes mains, entre celles de Florian Delaunay, donc qui va me succéder pour ce commentaire. C'est ça, un spécialiste de la course fauteuil qui va apporter toute son expertise dans ces 3 dernières courses. On aura 200 mètres T35 masculin, donc ça sera 2 séries, et la finale du 100 mètres T54 masculin, encore une fois. Bonsoir Adrien. Bonsoir Florian. Rebonsoir à toutes et tous. Difficile de se remettre de toutes ces émotions, cette belle 3e place, même si bien évidemment pour Timothée Adolphe, on aurait espéré mieux. On va vite enchaîner sur la présentation des sportifs T35 parce qu'on voit sur l'écran géant qu'ils sont en train de faire la présentation. Alors au couloir 3, nous aurons un Argentin, González Diego Martin, qui a fini 4e au Jeux de Rio, donc ça reste un client. Au couloir 4, on aura l'Anglais Keyworth Kyle, 4e du 200 mètres à ces mêmes championnats du monde. En couloir 5, Zachary Marshall, l'Américain, 5e des derniers mondiaux, 4e en 2017, donc un très beau client, et 6e aux Jeux paralympiques également de Tokyo. Et le favori, il est la couloir 6, Zvietov Ihor, c'est un Ukrainien, 29 ans. Il a eu l'or déjà aux 200 mètres, champion du monde en titre 2019 et 2017, en argent à Tokyo. Voilà, ça reste un très gros client avec un record perso à 11 secondes 47 qui est largement au-dessus du reste de la série. Et enfin en dernier, de Hong Kong, Bao au niveau du 200 mètres, et je vais me taire pour laisser le départ. Oui, on rappelle juste que T35, ce n'est pas en fauteuil comme je venais de le dire, mais c'est un handicap moteur. Ils vont donc être debout. On a donc une atteinte légère des membres supérieurs et un handicap sévère au niveau des membres inférieurs et du tronc. Il y a une atteinte cérébrale notamment. Ouais. Le silence d'avant-course Et ben c'est parti. C'est parti à l'instant, et comme sans surprise, c'est l'Ukrainien qui prend le devant avec son maillot jaune. Il va finir largement en tête, suivi par l'Anglais Keyworth Kyle qui finit en 2e position. Et on a l'Américain, il me semble, qui va finir 3e. Ce sont les 3 premiers qui sont qualifiés pour la finale. Et ensuite, on regarde les 2 meilleurs temps. Il y a 2 séries. Donc, il faudra attendre la 2e série pour avoir les 2 autres qualifiés au temps. Mais oui, l'Ukrainien qui a survolé cette course en 11,91 pour cette course. Il améliore son record de cette saison, son meilleur temps de cette saison. Une vraie performance de la part de l'Ukrainien, une vraie performance. On a hâte de voir un peu la seconde série, ce que ça va donner. Mais là, déjà, je pense qu'on a un sérieux candidat à la médaille d'or dans ces championnats du monde. La suite, on a aussi quand même du beau monde avec quelques médailles paralympiques. Donc pour l'instant, les coureurs sortent de la piste et on va bientôt voir la seconde série, donc qui va se mettre en place au niveau du départ du 100 mètres. Oui, le 4e c'est l'Argentin, le 3e le 4e c'est l'Argentin en 13,50. Ensuite la 4e place a été courue en 14 secondes 49. Donc on vous rappelle, il faudra attendre les autres résultats pour savoir les qualifier. Le 5e c'est donc c'est Bao qui vient de Hong Kong qui a fini 5e et l'Argentin 4e. Voilà donc pour cette première série. Et on voit du coup la deuxième série, les sportifs qui s'échauffent, qui règlent leur start. Le départ est imminent, il est prévu dans quelques minutes. En attendant, on voit le présentateur du stade, le speaker du stade qui essaye de mettre l'ambiance au stade Charletti qui est quand même plutôt bien rempli. Oui, c'est pas mal. Ce soir. L'ambiance s'est réchauffée un petit peu, notamment forcément avec la course de Timothée Adolphe. C'est sûr. Donc voilà, malheureusement, on peut en reparler, on n'aura pas de Yasser Moussangania en finale du 100 mètres T54. Mais quand même, je vous ai réservé quelques petites recherches pour 2 grands sportifs qui sont largement au-dessus dans la discipline. Donc on en parlera tout à l'heure. Oui, ça sera la dernière course de cette soirée à 21h25 normalement. Mais il y a eu un petit peu de retard donc avec ce faux départ lors de la course de Timothée Adolphe. Ça sera du 100 mètres T54 en fauteuil. Mais là, on reste sur le 100 mètres T35 pour la deuxième série de ce 100 mètres masculin. Ils sont en train de s'échauffer les athlètes là, alors qu'il y a des danseurs qui mettent l'ambiance avec les animateurs dans les tribunes.
Donc on a le temps de vous présenter les athlètes de cette deuxième série. On aura Matthew Paykin, l'américain, qui court en 13 secondes 12 cette saison. On a Hernan Barreto, l'argentin, Anthony Rojas, l'équatorien, Fabio Bordignon, le brésilien qu'il faudra surveiller. Il a couru en 12:33 cette saison. On a ensuite Ivan Tetukin, l'ukrainien, et Ondrej Bartosek, le tchèque. Et n'oublions pas de préciser quand même que Barreto Hernan, l'argentin, finit quand même en bronze en 2012 et en 2016 aux Jeux paralympiques. Donc il a de l'expérience, 32 ans, mais c'est un sérieux client quand même pour au moins une qualification finale. Donc on va voir dans quel état de forme il se présente sur la piste de Charletti. Oui, il faut qu'il finisse dans le top 3 pour se qualifier directement, ou alors il va devoir attendre son temps pour savoir s'il est qualifié avec les 2 meilleurs temps. Ils sont encore en train de s'échauffer, de faire des simulations de départ sur une vingtaine de mètres. Les athlètes, le départ est prévu à 21h15, donc dans 6 minutes. Ils ont encore un petit peu de temps avant de s'échauffer, alors que tous les concours de lancer sont finis depuis déjà quelques minutes. Donc il ne reste plus que 2 courses pour cette soirée magnifique qui a ramené une médaille française, une médaille de bronze donc, pour Timothée Adolphe. La 4e du clan français. Bon, malheureusement ou heureusement pour lui, il y en a 2 de la part de Timothée Adolphe. Ça reste quand même assez mitigé globalement. Il reste 2 jours de compétition. On ne va pas tirer de suite la sonnette d'alarme. Mais c'est vrai qu'à un an de jeu, et au-delà même du nombre de médailles, c'est le nombre de slots qui vont être ouverts pour les Jeux paralympiques qui est assez inquiétant. Quelle que soit la course, ça risque d'être quelle que soit l'épreuve, pardon, ça risque d'être un vrai parcours du combattant pour se qualifier pour ces Jeux paralympiques. Et on a hâte de voir un peu ce qui va en être au niveau des minima, parce qu'il va falloir sérieusement s'accrocher. Très peu de slots ouverts sur cette compétition. Donc à voir les 2 derniers jours ce que ça va donner. Oui, c'est ça. Il me semble qu'on en est à 6 depuis le début de ce championnat. Il y aura de nouveau des championnats du monde avant les Jeux paralympiques. Donc on peut rouvrir, les Français peuvent rouvrir des quotas, c'est-à-dire des places qualificatives pour les Jeux paralympiques pour mettre des Français dans les disciplines. Donc il y a encore un petit peu de marge, mais c'est quand même très limité dans ces championnats du monde à Paris. Il faut faire mieux sur les 2 derniers jours de compétition. Prochains mondiaux qui seront d'ailleurs à Kobe au Japon. Donc pareil, ça risque d'être dans la préparation pour les Jeux paralympiques. Ça va être une vraie épreuve d'aller 2 mois avant au Japon pour tout ce qui est préparation d'une compétition telle que les Jeux paralympiques. C'est très compliqué. Donc je ne sais pas dans quel état de forme vont arriver les Français, enfin les participants aux Jeux paralympiques, mais après des championnats du monde au Japon, après revenir en France, ça va être une vraie épreuve, donc ça risque d'être très éreintant physiquement. Je pense que ça va être même très dur pour certains de performer au niveau auquel ils ont l'habitude de performer. Donc bon, on verra bien. L'essentiel, on va dire, c'est d'aller déjà aux Jeux paralympiques, ce qui n'est pas gagné pour la plupart des Français, qu'on se le dise, donc on verra bien. Après, beaucoup de favoris ont performé dans ces championnats du monde, donc ils vont peut-être pas forcément se présenter au prochain championnat du monde pour rester bien au chaud chez eux à s'entraîner avant les Jeux paralympiques. Ils vont préférer les Jeux paralympiques aux championnats du monde. Non, bien sûr, je parle de tous ceux qui ont fini 5e, 6e, 7e, ceux qui sont un peu au-delà des places, forcément le podium et la 4e place qui ouvre un slot aussi. Je parle surtout de ces sportifs-là qui, eux, a priori, n'auront pas le choix que de faire le déplacement à Kobe juste avant les Jeux paralympiques. Ça risque d'être la dernière opportunité. Ce sera d'ailleurs la dernière opportunité pour se qualifier. Ouais, mais ça sera un peu plus ouvert que ces championnats-là, vu que beaucoup de favoris ne seront sans doute pas présents. C'est ça, beaucoup de favoris, donc ça va laisser plus de place sur les podiums. Par contre, à voir quelles seront les exigences, les minima, parce que les minima déjà pour ces championnats du monde étaient extrêmement élevés. Voilà, c'est une vraie performance pour les sportifs qui sont à ces championnats du monde, ça reste une vraie performance, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est sûr que, bien évidemment, c'est pas ce qu'on espère. On veut de la médaille, on veut du record, on veut de la performance. Donc, et on en a eu beaucoup de records depuis ces débuts de championnats du monde dans plein de disciplines, tous les jours, à toutes les sessions. On a eu des records des championnats, des records du monde qui sont tombés. Ce sont vraiment des championnats magnifiques auxquels on assiste. Il va rester plus que 2 jours dans cette compétition. Et, il va rester 2 jours de compétition pour faire vibrer encore plus de monde à Charletti. J'entends la petite musique. On va procéder à la présentation des sportifs du 100 mètres.
La caméra qui s'approche du départ, hein, tout simplement pour passer sur chacun des sportifs. C'est ça, donc on peut décrire leur maillot pendant qu'on les aura à l'écran géant. On a l'Américain qui est toujours dans les couleurs traditionnelles de ses compatriotes dans ces championnats, c'est-à-dire du rayé blanc et violet avec un bas bleu. Ensuite on a l'Argentin qui est en bleu marine avec l'Argentina qui est en bleu clair sur son torse. On a ensuite l'Équatorien tout en bleu foncé avec des rayures jaunes sur les côtés, au niveau de ses côtes sur les côtés. On a ensuite le Brésilien qui est en bleu avec des manches vertes avec un bas noir. Ensuite on a l'Ukrainien en bleu avec le mot Ukraine en jaune juste au-dessus de son dossard qui fait des bisous à la caméra. Et on a ensuite pour finir le Tchèque qui sera en blanc avec des bretelles aux épaules bleues. On a un petit rayure rouge et blanche qui fait coucou à la caméra cette fois-ci. Que quelques instants avant le départ, donc comme nous disions, on va falloir vraiment faire attention au couloir 6 aux Brésiliens. Le départ va être lancé, le speaker demande le silence dans le stade et je vais laisser Adrien commenter la course. Voilà, vous entendez le chut et le Onion Mars qui vient de retentir dans le stade. Les athlètes peuvent se positionner sur leur starting block. On a l'Américain qui fait des petits sauts très haut avec les genoux très haut avant de se positionner. L'Argentin met un peu de temps alors qu'on aura l'Ukrainien et le Tchèque qui vont démarrer, qui vont faire un départ debout. Les 4 autres seront sur leur starting block comme à l'habitude. Allez, c'est parti pour ce 100 mètres T35. On a un magnifique départ du Brésilien qui prend de l'avance, mais l'Ukrainien est juste à ses côtés. On a l'Argentin qui va essayer de revenir sur le duo de tête, mais ça va être très serré pour la première place. Et c'est l'Argentin pour l'instant. Et non, l'Ukrainien qui passe sur la ligne et qui remporte cette série. L'Argentin, il me semble, va finir deuxième et le Brésilien troisième. Fabio Bordignon, troisième. Quelle course incroyable. L'Ukrainien, seulement 18 ans, qui passe devant l'expérimenté brésilien dont on parlait, hein. Vraiment un temps exceptionnel pour le jeune Ukrainien qui remporte, pas haut la main, mais qui a mis une petite démonstration quand même à ses opposants avec une très belle médaille d'or. Oui, on a le Brésilien en troisième position. 12,37 l'Ukrainien en première position. Oui, on va regarder maintenant les temps des 4e et 3e. Donc les 3 premiers sont qualifiés. C'est l'Américain en 13,44 qui prend la 4e place. Il faudra comparer avec la première série. On va attendre le 5e temps de cette série. Le record perso pour information, hein, le record avant l'épreuve de l'Ukrainien était de 14,94. Ah oui. Voilà, une belle amélioration. Belle amélioration, personne ne l'attendait, hein, je pense, enfin hormis ses concurrents qui peut-être le connaissaient. Nous ne l'attendions pas, en tout cas, nous n'avions pas de tel temps dans nos fiches, mais force est de constater qu'il nous a bien impressionné et qu'il mérite largement sa qualification. Oui, ça va être un sérieux concurrent pour la finale qui aura lieu demain à 19h56 et c'est l'Argentin 4e de la première série qui va se qualifier au temps avec ses 13,50 et c'est le 4e de cette série là, c'est l'Américain Matthew Paintin qui va aussi être qualifié au temps. Donc les 4 premiers des 2 séries sont qualifiés pour la finale demain à 19h56. Voilà, on peut maintenant basculer sur la dernière course. Sur la finale 100 mètres T54, je ne vois pas les fauteuils qui ne sont pas encore rentrés sur la piste, mais ça... Si, ils sont là-bas. C'est bon, ils arrivent. Oui, ils arrivent sur la piste de Charletti. Alors là, bon, faut remettre dans le contexte, nous devions avoir un Français, Yasser Moussangagna, un jeune de 21 ans, qui était l'un des favoris, hein, un candidat sérieux à une médaille. Malheureusement, suite à un souci de chambre d'appel, hein, clairement, il est arrivé en retard au niveau de la chambre d'appel, il a été malheureusement disqualifié de cette épreuve malgré l'appel, il n'y avait rien à faire. Donc malheureusement, nous n'aurons pas de Français dans cette épreuve, mais pendant que le présentateur fait un clapping derrière, ça ne m'empêchera pas de raconter mon histoire. Non, cette course en fait elle est hyper intéressante parce que c'est vraiment un choc des générations. On va avoir d'un côté le Finlandais Tati Leopeka qui est à 40 ans
l'un des plus beaux palmarès de l'athlétisme en e-sport. Voilà, pour lui, c'est l'or. De toute façon, entre 2004 et 2016, il a fait l'or sur toutes les épreuves du 100 mètres. Voilà, donc ça reste déjà ça impressionnant. Et il a fini deuxième en 2021 à Tokyo. Derrière qui? Derrière son opposant du jour, le Thaïlandais, qui a lui seulement 20 ans, donc la moitié de son âge, et qui, donc Paeng Nuea, excusez-moi pour la prononciation, hein, Je vous pardonne. Paeng Nuea, voilà, excusez-moi, je le dirai qu'une fois, hein, tu le feras les prochaines fois, Allez. qui lui a réussi à prendre l'or à Tokyo, donc devant Tati. Donc c'est pour ça, ça va être aussi une belle revanche que nous allons voir. Et donc ce Thaïlandais, au-delà du 100 mètres, il est aussi très performant sur 400 mètres, vu qu'il il est également champion paralympique, mais sur 400 mètres en T54. On peut peut-être juste rappeler un peu ce que c'est que T54? Oui, c'est ça, c'est une course en fauteuil. Donc les athlètes sont atteints totalement des membres inférieurs. Donc ils sont en fauteuil roulant le reste de leur vie. Et donc ils vont faire une course en fauteuil, donc atteinte totale des membres inférieurs. Voilà, généralement c'est des paraplégies basses. Ils ont quand même la mobilité au niveau du tronc, des abdos et du dos, ce qui leur permet de faire une traction au niveau de la poussée du fauteuil. Ça peut également, comme on le voit notamment avec Yasser Moussangania et Thibaut Dora par exemple, des personnes qui n'ont pas de jambes. Voilà, c'est l'équivalent, on dit paraplégique ou équivalent. Mais voilà, on a l'équivalent, c'est les personnes qui n'ont également pas de jambes. Voilà, vous savez tout pour cette classification de cette course qui va être palpitante. Les athlètes sont sur la piste, ils font quelques tours d'échauffement avant de se positionner sur la ligne de départ. Il y a encore 4 athlètes là qui font un petit tour, une moitié de tour maintenant pour s'échauffer. Oui, la chambre d'appel, comme vous l'avez rappelé, le Français ne s'est pas présenté, ça ne pardonne pas. À ce niveau-là, c'est impardonnable. Et oui. J'ai pas envie de cracher dans la soupe, mais c'est pas la première fois non plus. Donc voilà, on est au niveau international, on est au niveau professionnel. C'est le genre de choses qui ne pardonne pas, hein, concrètement. Et pourtant, ça aurait été vraiment un plaisir de le voir concourir avec ces sportifs-là qui sont vraiment de grands champions. Et en plus, autant, il avait la 3e performance mondiale de l'année, donc on pouvait vraiment espérer quelque chose de la part de Yasser. Mais enfin bon, il reste quand même de grands sportifs sur cette piste. Évidemment. Et on va les suivre avec intérêt, parce que bon, j'ai pas précisé également, hein, mais en tout Tati, c'est quand même 7 médailles paralympiques et 10 médailles mondiales. Hein, donc c'est pas mal. Donc 4 en or. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça, je pense. C'est sûr. Et pour les novices qui nous écoutent, la chambre d'appel, c'est l'endroit où les athlètes doivent se présenter avant leur concours ou leur course pour dire qu'ils sont présents et qu'ils peuvent faire la compétition. Et là, le Français donc, ne s'est pas présenté et ça ne pardonne pas. C'est une disqualification directement et c'est dommage. Donc une médaille française s'envole, une chance de médaille en tout cas s'envole, mais c'est dommage, donc ça ne pardonne pas. C'est ça. Et on voit du coup les coureurs du 100 mètres qui se positionnent. Dans certainement très peu de temps, on va commencer la présentation des différents concurrents, parce qu'évidemment je vous ai présenté, on va dire, les 2 stars de cette course, hein, mais ils seront 8, c'est ça, sur cette course? Oui, c'est ça, 8. 8, c'est ça, tout à fait. 8, donc on aura Samuel Carter, l'Australien en couleur numéro 1, qui sera vêtu tout en vert. On aura donc l'un des grands favoris de cette finale, c'est Esa-Pekka Mattila, le Finlandais, l'autre Finlandais, pardon, ce n'est pas lui le favori, c'est l'autre Finlandais. Donc aux couleurs numéro 2 qui sera en blanc, le Chinois Yang Hu, tout en rouge aux couleurs 3, Atiwat Paeng Nuea, le Thaïlandais qui sera en bleu, le favori, donc celui-là, le Finlandais, Leo-Pekka Tati qui sera en blanc. Ensuite on aura Jaman Al-Zarani qui vient de l'Arabie Saoudite qui sera tout en vert aussi, mais un vert un peu différent de l'Australien. L'autre Chinois Ying Zhang tout en rouge aussi, et le Japonais Tomoki Ikoma en orange fluo. Pour rajouter encore un peu plus d'intérêt à cette course, le Thaïlandais Paeng Nuea a égalé le record du monde de Tati Leo-Pekka lors de la demi-finale. Voilà. Donc ils courent tous les deux pour l'instant en 13,63. Donc ça va vraiment être très intéressant de les voir, ces 2 sportifs qui sont en plus l'un à côté de l'autre, couloir 4 et 5, se disputer bien évidemment la médaille mondiale. Oui, ça va être passionnant. Ça va être passionnant cette finale. Les 2 favoris qui sont
à côté et ça va donner encore plus de grain de folie, si on peut dire, dans cette finale. Alors que là, on est sur l'athlète de l'Arabie Saoudite qui est présenté. Il va en rester deux, le chinois et le japonais. Donc avant d'entamer ce 100 mètres T54. Après, n'enterrons pas trop vite quand même les autres concurrents. Hein. On l'a vu tout à l'heure sur la course T35, on n'est pas à l'abri d'une surprise d'un temps sorti d'ailleurs, d'un sportif qu'on n'attendait pas forcément. C'est ça, c'était l'Ukrainien juste avant en T35 qui avait chippé la première place à l'Argentin. Et voilà, c'est bon, on peut se concentrer maintenant à fond dans ce 100 mètres. Dernière concentration juste avant l'épreuve. Le starter, on your marks. Et c'est parti pour cette finale du 100 mètres T54. Oh, quel départ de Tati, quel départ de Tati qui prend la première place pour l'instant. Mais au couloir, nous avons Carter Samuel. Mais c'est finalement le Thaïlandais qui passe juste devant Tati et peut-être devant le Chinois ou Yang qui doit finir deuxième. Ça doit se jouer à c'est très rien serré. du tout. C'est très serré. Le Finlandais là qui va peut-être finir troisième, le grand favori. De toute façon avec le Chinois qui a peut-être pris la deuxième place au Finlandais sur la ligne. Mais la première place, elle est pour Atiwat Peng Noa, champion du monde. Deuxième position du coup pour Tati et suivi par les deux Chinois, donc Wu Yang et Zhang Yin. C'est ça, donc le Thaïlandais qui a remporté cette course et surtout ce mano à mano avec le Finlandais. Voilà, on vous avait annoncé une course fantastique et ça l'a été entre ces deux champions. C'est donc le Thaïlandais en première place et le Finlandais Taiti en deuxième place. Pourtant, Tati avait fait un départ vraiment exceptionnel. Hein. Clairement, c'est de toute façon pour faire un 100 mètres et pour avoir son palmarès, il faut faire l'un des départs, les meilleurs départs du monde et on l'a vu. Mais après sur la distance, arrivé à 50 mètres, on a commencé à voir le Chinois, puis le Thaïlandais lui revenir dessus. Même à un moment j'ai pensé l'Australien qui sur son couloir 1 revenait bien, mais finalement c'est le Thaïlandais qui finit en première position, alors que là nous voyons les coureurs faire leur dernier tour d'honneur pendant que les premiers supporters quittent la place. Mais est-ce qu'un départ comme ça aussi puissant peut l'avoir fait perdre ses réserves à la fin de ce sprint? En fait, elle est là la difficulté, parce qu'un départ prend beaucoup d'énergie. Et généralement, en plus, il y a un rapport vitesse-poids qui est très intéressant. C'est-à-dire que Tati, il est très léger. Donc il fait un super départ. Mais après, pour maintenir cette vitesse et pour gagner de la puissance, c'est plus compliqué. Tandis qu'un sportif un peu plus lourd, qui va peut-être être un peu plus long à démarrer, une fois qu'il va être lancé, qu'il va prendre de la vitesse, c'est là qu'il va être très fort. D'ailleurs, on le voit, le Thaïlandais, il est aussi médaillé d'or sur 400 mètres. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est lancé, il a une capacité à garder la vitesse qui est très impressionnante. Et pour ça, il est plus avantagé par rapport à un Tati, par exemple. C'est ça, oui, le Thaïlandais a pris l'avantage aux alentours des 50 mètres. C'est là où il a vraiment accéléré davantage par rapport au Finlandais qui a eu du mal à garder sa vitesse. Et ça a permis au Thaïlandais donc, de s'imposer dans cette finale devant le Finlandais et le Chinois Yang Hu. Voilà, vous savez tout. Donc on va se quitter. C'était la dernière course du soir. On va se retrouver demain pour l'avant-dernière journée des mondiaux de Paris à Charletti. Merci Florian d'avoir amené ton expertise. Merci Adrien, c'est un grand plaisir de commenter ces quelques courses. Peut-être à demain pour d'autres courses. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes et à tous une très bonne nuit, une très bonne soirée. Puis on se retrouve demain pour de nombreuses épreuves et des Français également. Évidemment, voilà, on se donne rendez-vous demain matin dès 9 h pour la session du matin. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne soirée. Bonne soirée, merci.